tout cas, je tiens à dire un grand merci à toutes celles qui ont fait toute l'après-midi, qui sont avec nous depuis 13h30, qui ont suivi nos retards et qui sont avec nous, mais qui sont encore présentes. Un grand merci à vous. En dernière partie, cet après-midi, on va parler d'inclusion grâce au numérique. Avant de commencer, je propose peut-être on a souvent évoqué des chiffres, mais je trouve que ça aide toujours ça permet de positionner et de savoir en tout cas de quoi on parle. La croissance du secteur numérique et la mutation des métiers va déboucher sur... Je trouve que c'est un gros chiffre qu'il est important de mentionner en tout cas. On parle de 900 000 emplois. Donc quand moi j'ai vu ce chiffre de 900 000 emplois, c'est un chiffre que je n'invente pas, hein, qui vient de la Commission européenne. C'est quand même bien de dire d'où vient ce chiffre. Et je donne ce chiffre, c'est vraiment pour rappeler que le numérique est un secteur d'opportunité, on le sait. Mais l'autre vraie question qu'on va vraiment se poser très rapidement, c'est comment on peut s'assurer que justement... toutes ces opportunités, en tout cas, on n'aura pas d'entre-soi et que les femmes, les minorités, les profils issus de la diversité vont eux aussi profiter de toutes ces opportunités et que dans ce grand mouvement qui est en train qui continue d'évoluer, on va avoir vraiment tous les profils et que tout le monde sera représenté. Pour en discuter, en tout cas, c'est un peu ces questions-là qu'on va aborder avec Madi Saidi, qui est consultante et membre des Digital Ladies. On va avoir avec nous Moussa Kamara, Jingo, Caroline Ramad et enfin aussi on va avoir avec nous Armand Cosran qui est chef des Diversities. Donc juste avant, je vais commencer avec Moussa Kamara qui regarde son prospectus et qui j'espère que je suis pas en train de te déranger. Mais en tout cas, quand on a fait le call, lui, il est directement rentré dans les punchlines et il me dit, bon Fabiola, écoute, c'est bien cette conférence, on va parler d'inclusion, mais comment on peut inclure des gens qui sont déjà là? Moi, je comprends pas quand on parle d'inclusion. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est vraiment, ok, les personnes sont déjà là, mais en tout cas, quand on regarde l'écosystème, il est quand même hyper homogène. Qu'est-ce que toi, en tout cas, tu as mis en place pour pouvoir essayer de bousculer les codes et qu'on puisse vraiment avoir l'ensemble de la population dans cet écosystème qui, comme je viens de le rappeler, qui offre pas mal d'opportunités? Déjà, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, ça fait à peu près plus de 12 ans que je suis engagé sur les questions de justice sociale, notamment dans les quartiers. J'ai créé une première association, j'avais créé ma première boîte, c'était en 2007, dans les télécoms, dans le digital, dans l'informatique. Et c'est vrai que quand j'ai mis mon pied dedans, c'était par opportunité. Et j'avais aucun exemple autour de moi, personne pour me dire comment ça marche, comment faire, comment me retourner, vers qui. Et j'ai galéré. J'ai galéré, mais j'ai quand même entrepris. Ma boîte, elle a duré 5 ans. J'ai recruté une dizaine de personnes. Et ça m'a forgé, en fait. Et je me suis débrouillé par la force des choses, parce que par la nécessité de créer des choses. Et c'est là où je me suis dit, finalement, quand tu as un projet, tu as envie, tu as un potentiel, finalement, en face, tu ne trouves pas forcément toutes les structures qui sont en mesure et en capacité de t'accompagner, en capacité de te comprendre, en capacité d'accepter, en fait, là où tu viens, pour pouvoir avancer et construire ton projet. Quelques années plus tard, après mes années d'associative, mes années aussi d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui avaient cette envie d'entreprendre, cette envie de trouver un boulot dans des métiers dans lesquels ils ne s'y reconnaissaient pas forcément ou qu'on ne leur ouvrait pas forcément la porte. Et j'ai créé Les Déterminés. Et Les Déterminés, en fait, c'est cette passerelle entre le monde économique et aussi nos entrepreneurs. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent entreprendre ou qui veulent se lancer dans des domaines. Ils n'ont aucun exemple autour d'eux. Ils manquent de réseau. Ils n'ont pas forcément l'accompagnement qui est en face. Et du coup, ça limite les motivations, ça limite les envies, ça limite les personnes. Et Les Déterminés, en fait, c'est de créer en fait, cette passerelle pour essayer d'ouvrir quelques portes. Et quand on parle d'inclusion, c'est vrai que moi, depuis que je suis dans cet écosystème, on parle beaucoup d'inclusion, on va faire des choses pour vous, pour les minorités, pour la diversité, etc. et tout, mais sans forcément prendre en compte les individus, les personnes. Parce que on peut venir d'un quartier, on peut être comme on est, mais finalement, si on ne prend pas en considération l'être humain, parce que l'être humain est important pour moi. Il y a des gens, on n'a pas tous le même niveau de compréhension au même moment.
on n'a pas tous forcément les mêmes parcours. Et d'un côté, quand tu regardes tout ça, bah, finalement, tu regardes les programmes, ils sont parfois faits pour une certaine catégorie de personnes sans prendre en considération l'humain. Et moi, en fait, quand j'ai voulu venir avec les déterminés, c'était de faire en sorte que tout ça, on explose tous ces plafonds de verre et de faire monter des nouvelles têtes et faire en sorte que l'écosystème dans lequel on est, il soit plus représentatif de la société dans laquelle on vit. Et c'est beaucoup de travail parce que même pour moi, ça a été énormément de convaincre les gens, de raconter son parcours, qu'on se sente légitime, qu'on ne se sent pas forcément légitime. Donc pour arriver là, ça a été compliqué, mais finalement on l'a fait et on a essayé d'apporter des solutions, on apporte des solutions très concrètes qui vont autour de l'entrepreneuriat, de l'employabilité des personnes qui viennent à nous, ou on va vers eux pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent trouver soit un emploi, soit créer leur boîte dans des environnements sur lesquels ils savent qu'ils seront épanouis et pris en considération en fonction de leurs compétences et leurs talents. Ok, très bien pour moi. Et ça me permet de rebondir sur Caroline Ramad qui a fait une réflexion qui n'est pas très loin de la tienne, qui me dit mais moi j'en peux plus qu'on me demande où sont les femmes en fait. Donc est-ce que à partir de ce constat-là et à partir de cette phrase justement où sont les femmes alors qu'effectivement elles sont compétentes et elles sont déjà dans cet écosystème, expliquez-nous un peu ce qui a donné lieu à ce projet 15 Tech. Oui, en fait, tout le monde dit il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont invisibles. Elles sont invisibles parce qu'elles passent plus de temps à faire qu'à se raconter aujourd'hui dans la tech, dans deux segments. L'entrepreneuriat, à peu près 15% de femmes en Europe entrepreneurs, plus de 25% aujourd'hui dans le numérique. Alors ok, elles ne sont pas aussi nombreuses que les hommes, mais elles sont là. Et donc je me suis dit, parce que moi je dirigeais un incubateur qui s'appelle Willa avant, pendant 3 ans, je passais mon temps à répondre à cette question aussi, où sont les femmes, d'abord chez nous, et puis en fait il y en avait aussi autre part. Je me suis dit qu'en fait j'allais créer une plateforme qui allait permettre à toutes les femmes aujourd'hui dans la tech en Europe, il y en a plus d'1,5 million, d'être présentes, qu'elles soient entrepreneurs ou qu'elles soient aujourd'hui travaillant dans l'industrie de la tech, et qu'on allait les connecter évidemment entre elles, pour qu'elles puissent grandir dans leur business mais aussi dans deux segments qui aujourd'hui posent problème. L'un, les femmes vis-à-vis des fonds d'investissement, puisqu'on a entendu dans la table de ronde avant qu'elles sont pas connectées, donc elles ont un manque de réseau. Donc en fait, au lieu que les fonds disent on ne sait pas, elles sont pas là, on n'a pas le deal flow, en fait on crée ce deal flow de start-up et donc du coup une fois qu'elles sont déjà là, on va pouvoir dire, en fait, on va analyser leur dossier déjà. Et le deuxième segment, c'est pour toutes les femmes qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie de la tech. On a un sujet, on a un grand sujet, mais personne n'en parle. Tout le monde parle que de l'éducation. Mais en fait, il y a une femme sur 8 sur 2 qui quitte la tech en 8 ans aujourd'hui, pour des raisons majoritairement aujourd'hui de discrimination au travail, comme c'est un environnement qui est extrêmement masculin. Elles partent. Et donc, on veut les connecter aux entreprises qui, aujourd'hui, sont les plus avancées en matière de diversité ou d'inclusion ou qui sont en train de se mettre en mouvement parce qu'on est à un point de bascule. On l'a dit, l'impact social, aujourd'hui, va être très important pour toutes les entreprises. Et si Goldman Sachs annonce au dernier Davos qu'ils ne vont plus jamais accompagner aucune entreprise dont les boards ne sera pas diversifié pour ce qu'on appelle l'IPO, c'est-à-dire votre entrée en bourse, si un acteur comme ça, qui n'est pas un enfant de cœur, le fait, c'est bien qu'on est dans un mouvement de transition. Et donc ce mouvement de transition, il va être, je pense, en faveur des femmes. Et on va dire, les fonds signent par exemple une charte comme Sista pour s'engager à aller investir jusqu'à 25% de start-up cofondées par des femmes. Les entreprises sont notées aujourd'hui. On a par exemple en France un index qui s'appelle l'index Égalité Pro qui va regarder l'écart de salaire, etc. On est maintenant à partir de 50 salariés. Donc les start-up et ce qu'on appelle les scale-up vont être impactés très fortement. Donc on va rentrer dans une guerre un peu des talents féminins et je pense qu'il va falloir trouver où les trouver. Et donc c'est une des missions de 15 Tech, c'est de dire aujourd'hui on identifie les femmes et on les connecte aujourd'hui à tous ceux qui les cherchent et qui vont les chercher peut-être dans un premier temps par une opportunité économique ou une opportunité ponctuelle, mais qui à mon avis vont les chercher pour des critères de performance très prochainement. D'accord. Donc, si je comprends bien, 15 Tech a été votre solution justement à ce problème-là. C'est une question que j'ai posée aussi à Madi, que je vais laisser rebondir, mais après on fera un tour de table parce que je trouve que chacun des intervenants a un exemple qui est assez concret. C'est comment faire pour lutter, et je me suis permis d'employer ce terme, pour lutter contre cette ségrégation justement dans le numérique. Et tout de suite, Madi, vous avez évoqué l'éducation. Est-ce que je peux vous laisser développer ce point-là ? Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Madi. Oui, et d'ailleurs, le terme, moi, ne m'a pas du tout choqué. Je trouvais que parfois, il faut des thèmes forts.
des termes forts pour dire ce qu'est la réalité. En réalité, effectivement, il y a une ségrégation du numérique. Moi, je pense que l'éducation a un rôle majeur à jouer. Effectivement, en fonction de là où on vient, en fonction de son milieu social, en fonction de son lieu d'habitation, on n'a pas forcément le même accès au numérique. En fonction qu'on est dans un lycée dans le fin fond du 93 à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, ou qu'on soit dans un lycée ici dans le 17e, on n'a pas forcément les mêmes outils. Et moi, je pense que les acteurs de l'éducation ont un rôle majeur à jouer en termes d'inclusion du numérique. Alors, je suis complètement d'accord sur la question de l'inclusion. Moi, par exemple, jusqu'à quelques années, je ne me sentais pas forcément concernée par la question de la diversité, pour la simple bonne raison que pour moi, en fait, j'étais française comme tout le monde, donc je ne voyais pas ma différence. Jusqu'à ce qu'on me la renvoie et qu'on me dise, ah ben, tu sais, finalement, tu es un peu une minorité, tu es différente des autres, et finalement, tu appartiens à un autre groupe social. Et la réalité, c'est de plus en plus sur le terrain, je le vois, les gamins me disent, mais oui, tout le monde parle de numérique, mais en fait, nous, on ne sait pas ce que c'est, personne ne nous en parle. Et c'est là où les acteurs de l'éducation nationale, notamment l'État, a un rôle majeur à jouer sur cette question-là en faisant de l'évangélisation. Il est hyper important qu'on aille dans les écoles, qu'on explique aux gamins, ben voilà, il y a tel parcours qui existe, et ce parcours, il est aussi ouvert à toi, quel que soit ton lieu d'habitation. D'accord, parfait, merci beaucoup. Et Jingo, je vous laisse rebondir parce que quand on a fait un peu la préparation, vous m'avez dit, moi, ce qui m'a vraiment envie de donner, envie de lancer mon projet, que je vais vous laisser nous en dire un peu plus très rapidement, c'est parce que ça a été mon histoire personnelle. Quand je suis arrivée, ma mère maîtrisait pas forcément la langue et très vite, je me suis rendu compte des conséquences que ça pouvait avoir quand on a des gens qui ne maîtrisent pas, en tout cas, ces outils. Qu'on parle souvent, qu'on sait qu'il y a beaucoup d'outils, mais peut-être que le premier problème, c'est comment on fait quand tout le monde n'est pas capable de les utiliser. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a deux aspects pour moi. Toujours en fait une histoire plutôt personnelle et aussi en fait la raison en fait pour laquelle j'avais créé Connexio. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est Connexio? Oui, donc je pense rapidement pour dire en fait quand même j'ai un parcours un peu plus atypique, mais pour nous en fait au sein de la mission de Connexio aujourd'hui, on est une association qui a pour mission de rendre les compétences numériques accessibles à tous et à toutes. Pour moi, ça en fait pour l'histoire en fait pour lier ça avec mon histoire personnelle, je pense qu'on vient en fait, de tous les backgrounds, tout le parcours. Et pour moi, je pense que j'avais travaillé en fait il y a 2 ans en tant que chercheuse sur le terrain. Je travaillais sur l'inclusion des publics vulnérables, des sujets d'inclusion. Et à l'époque, j'avais travaillé quand même beaucoup avec des personnes qui étaient des personnes réfugiées et des migrants. Et si on parle de l'inclusion, ça commence vraiment avec les bases de la vie pratique. Comment accéder aux plateformes de services publics, comment en fait pouvoir faire les choses les plus simples, mais qui sont les plus importantes dans notre vie. Donc, je pense pour moi, ça me relie aussi avec mon histoire personnelle parce que je suis immigrée. Je suis née en Chine, j'ai grandi en fait aux États-Unis, mais aussi j'avais vu en fait à travers mes parents les enjeux qu'on a si on est nouveau en fait dans un nouveau environnement, on maîtrise pas la langue, les codes sociaux, les outils pour pouvoir en fait devenir partie de la société. Et je trouve en fait cet sentiment d'appartenance est quand même super fort partout. Et on voit aujourd'hui en fait si on regarde les stats pour les personnes réfugiées, ça fait 70 millions de personnes déplacées dans le monde aujourd'hui. Et donc, pour revenir un peu sur la mission de Connexio, aujourd'hui, on est quand même en fait, on doit faire face au grand constat, en fait, aujourd'hui. Il y a 9 sur 10 emplois déjà en Europe qui nécessitent les compétences numériques de base. Et il n'y a que 3 sur 10 personnes en France, aujourd'hui, sur des métiers moins qualifiés, qui maîtrisent les compétences numériques suffisantes pour aller vers le marché de l'emploi. Donc, il y a quand même des grands écarts. Et on parle beaucoup de la transformation numérique avec les nouvelles technologies, donc IA, blockchain, mais on ne doit pas oublier qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore certaines compétences et on ne veut pas laisser des personnes à côté par la transformation. Donc je pense pour moi c'est en fait à la fois en fait des fortes valeurs personnelles et aussi professionnelles qui rendent en fait ces missions super importantes d'assurer que si on va parler en fait de tout ça, on est déjà en fait ici à 42 où en fait on est en train d'aller vers les métiers de demain, on doit assurer que c'est tout le monde aussi qui est avec nous dans cette aventure et on ne va pas oublier les personnes les plus vulnérables. Merci beaucoup. Et Armand, je me retourne vers toi cette fois. C'est difficile de tutoyer quelqu'un qu'on connaît, de vous voyer quelqu'un qu'on connaît. Donc, on dira qu'on est une grande famille et qu'on est à l'aise entre nous. Justement, comme disait Jingo, l'idée de s'assurer qu'en tout cas, dans ce développement du numérique, qu'on puisse vraiment prendre cet aléa avec tout le monde. Toi, tu m'as dit que ça passait aussi par beaucoup d'évangélisation, le fait de monter des projets, de mettre en place des structures pour créer des ponts avec des institutionnels, aller voir, prendre le temps justement d'expliquer, d'éduquer un peu finalement. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience que toi, tu as au sein de Diversidades?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, en effet, il y a un gros enjeu d'évangélisation. Moussa en parlait tout à l'heure du fait qu'il faut pouvoir convaincre beaucoup de personnes lorsqu'on se lance dans un projet. Il faut aussi sensibiliser de nombreuses parties de la société sur les enjeux qu'il y a dans le numérique et surtout au niveau de l'inclusion. Ça, c'est un chiffre qu'on n'a pas encore sorti dans cette table ronde. Peut-être qu'il est arrivé un peu plus tôt dans la journée. Mais il y a une fracture numérique qui est très importante en France. Il y a 13 millions de Français qui sont isolés du numérique. C'est-à-dire qu'un lieu comme celui-ci, l'école 42, ils ne savent pas du tout que ça existe. Il y a aussi une autre étude qui est sortie récemment qui disait que 65%, je crois, des répondants souhaiteraient pouvoir étudier le numérique si jamais ils avaient l'occasion de reprendre des études. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui n'a pas conscience que le numérique est une compétence qu'on peut développer à tout âge. Il ne faut pas forcément être étudiant, enfin dans la tranche 18-25 ans pour pouvoir se lancer dans le numérique. Donc il y a une partie d'évangélisation qui est à faire auprès de la société et du grand public. Il y a aussi une partie d'évangélisation qui est à faire auprès des entreprises, des grands groupes, pour leur faire comprendre qu'il y a un gros enjeu d'inclusion au sein de leurs équipes, au sein de leurs partenaires, pour pouvoir faire en sorte que le numérique soit justement accessible à tous et puisse contribuer de manière durable à l'économie de la France. Pour revenir sur l'action de Diversity Days, nous on est aussi une association et ce qu'on fait c'est qu'on souhaite construire une société où le numérique est une opportunité pour chaque talent, c'est-à-dire qu'on sillonne les routes de France, on va à la rencontre de porteurs de projets dans le numérique, donc des gens qui ont un talent déjà, qui ont une connaissance et un savoir-faire dans le numérique. Tout à l'heure Caroline disait t'en avais assez d'entendre cette question de savoir où sont les femmes. Justement, nous, on va à la rencontre de personnes qui sont invisibles, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, mais qui sont quand même talentueuses, qui sont porteuses de projets, et on les accompagne sur la prise de compétences relationnelles, compétences entrepreneuriales, on les connecte avec nos partenaires, avec des élus locaux, avec des associations qui sont sur le terrain et qui peuvent les aider à développer leurs projets. Et c'est justement tout cet enjeu d'évangélisation qu'on fait, donc tant avec la société civile qu'avec les entreprises ou les acteurs de terrain. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les participants de cette table ronde, puisque on a eu l'occasion de travailler avec la plupart d'entre vous sur l'identification des talents qu'on a accompagnés en Ile-de-France, et aussi dans des actions de bénévolat comme le fait Madi, qui nous permettent de développer justement l'activité et d'aller aider de plus en plus de publics sur le développement de leurs projets dans le numérique. Merci beaucoup. Quand je préparais la table ronde, en discutant avec Mehdi, elle me dit, en fait, moi, qu'on me parle d'inclusion grâce au numérique, pour moi, le numérique, c'est vraiment, aujourd'hui, au moment où on est en train de se parler, c'est vraiment un outil qui permet de rebattre un peu les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des choses avant, c'était peut-être un peu plus compliqué de s'imposer un peu dans le game, si on peut le dire comme ça. Et en discutant avec elle, elle me disait, moi aujourd'hui, on est vraiment dans une époque un peu charnière, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable de rebattre les cartes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Absolument. Oui, effectivement, le numérique, pour moi, je pense que c'est une vraie opportunité. Et ça, de l'autre côté de la Méditerranée, ils l'ont tout de suite compris. Avec le numérique en Afrique, les femmes ont tout de suite compris que c'était un outil de leur émancipation. Tout de suite, elles ont lancé des tontines numériques. Elles ont commencé à structurer leur business grâce au numérique. Et parfois, elles ne savaient ni lire ni écrire. Mais elles avaient compris que quelque chose se passait et qu'il ne fallait pas que ça se passe sans elles. Et quand je disais qu'effectivement, on pouvait rebattre les cartes, quand on regarde, par exemple, ce qui a pu se passer dans le monde, notamment avec les réseaux sociaux, je pense au hashtag MeToo, par exemple. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut prendre la parole. J'allais dire reprendre la parole, mais c'est plutôt prendre la parole. Avant, pour toucher un journaliste, il fallait soit être du métier, soit avoir une légitimité, soit aller sur un outil juste imbuvable, data press. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut parler à tout le monde. On peut toucher des gens qu'on ne pouvait pas toucher avant. Et c'est un petit peu ça le miracle du numérique. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de gens dans cette salle que j'ai connus grâce au numérique. On se connaissait d'abord dans le numérique et ensuite, on a décidé de se voir en vrai. Et pour moi, le numérique, c'est pas seulement une opportunité professionnelle, mais c'est même une opportunité sociale. Aujourd'hui, on reprend la parole grâce au numérique. On peut parler à tout le monde. On l'a vu en Iran, les femmes ont repris en main
leur destinée, elles ont décidé de parler, de s'exprimer. On l'a vu avec la question du harcèlement. On le voit grâce à un hashtag aujourd'hui. En quelques clics, il peut devenir viral. On peut s'adresser au monde entier. On peut reprendre la parole. Et c'est là où c'est intéressant aussi pour les personnes en termes d'inclusion numérique. Aujourd'hui, chacun, grâce au numérique, peut porter une parole, peut évangéliser sur un sujet. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre niveau. Merci beaucoup. Donc, au-delà justement de porter une parole, je sais que j'ai Jingo qui me disait le numérique aujourd'hui permet de se réinventer. Et par exemple, on a pris l'exemple des prisons. Elle me disait aujourd'hui, quand on sort de prison, c'est peut-être très difficile de s'insérer dans la société. On sait aujourd'hui que si on forme ces personnes-là sur des métiers qui sont hyper recherchés, on leur donne directement un atout qui leur permet justement de faire la différence dans cette société. Est-ce qu'on peut en parler ? Et juste pour préciser aussi sur les activités de Connexio, donc on propose des parcours de formation de niveau de base jusqu'à un niveau assez avancé sur les métiers numériques et aussi un accompagnement de nos publics. On travaille avec quand même des publics assez divers, donc des jeunes des quartiers prioritaires, des personnes réfugiées et d'autres publics justement qui ont besoin de ces compétences. Et donc peut-être je donne 2 exemples un peu dans ce sens, comment on utilise le numérique comme une opportunité, comme une chance aujourd'hui. Donc premier exemple, c'est en fait comment on peut lier justement en fait, parce que non seulement dans nos parcours on propose les compétences sur le numérique, mais aussi on va combler ça aussi avec les parcours plutôt de compétences relationnelles avec les entreprises. Et toujours pour nous, ce qu'on voit aussi quand on va aller en fait dans les locaux des grandes entreprises, donc Google, SAP, Salesforce, si ils ont dit en fait sur peut-être papier en fait les recruteurs chez nous vont pas prendre ce type de talent parce que ils ont pas en fait certaines en fait choses en fait qui vont en fait cocher les cases pour les recruteurs. Mais quand je vois les talents en fait avec moi, j'ai les coachs, ils sont en fait des talents qui sont jeunes, qui sont brillants et qui ont beaucoup du potentiel en fait. Donc j'ai l'envie en fait de pouvoir suivre au-delà de ça. Donc je pense que ça c'est en fait une vraie opportunité où on a des talents et en fait à travers des activités donc dans nos parcours de formation, on les offre aussi un réseau qui est pas en fait qui aurait pas être possible sans ça. Et dans un deuxième exemple en fait donc l'année dernière on avait lancé notre premier pilote au niveau international au Malawi. C'est dans un camp réfugié de 40 000 habitants et ce qui est très difficile aujourd'hui dans beaucoup de cas humanitaires, c'est dans beaucoup de pays les réfugiés normalement n'ont pas le droit de légalement travailler dans ces pays. Donc, ils n'ont pas d'opportunité économique et en moyenne, quelqu'un qui est une personne réfugiée reste 17 ans dans un camp. C'est énorme en termes du temps, en termes du potentiel qui est un peu gaspillé. Et donc, ce qu'on avait lancé l'année dernière, en fait, c'est un premier pilote pour pouvoir en fait faire un modèle plutôt innovatif. Donc, on propose notre parcours de formation et ensuite, on fait une mise en relation pour les pousser vers les plateformes de freelance. Donc, les plateformes comme Upwork, Freelancer, il y a plusieurs types de plateformes aujourd'hui où ce dont ils ont besoin, c'est en fait une carte d'identité de les Nations Unies et ensuite un compte bancaire. Et donc, à travers ça, ils sont en train de... En fait, on a le 2e cohorte en ce moment. Donc, on a 30 apprenants. Donc, ça fait 60 maintenant qui sont en train d'aller vers les premières opportunités économiques qui n'auraient été pas possibles sans le numérique. Du coup, ça me permet de rebondir un peu sur les actions concrètes. Je trouve que ça peut être bien d'inspirer aussi et de montrer quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Caroline, je vous regarde. Est-ce qu'on peut peut-être nous partager avec nous justement des actions concrètes que vous avez trouvées qui étaient fortes et qui ont été hyper inclusives? Est-ce que j'avais répondu? Non, je parlais de Sista dont je suis signataire. Je pense que ça, c'est important. C'est un mouvement qui a été monté par Céline Lazorte et Tatiana Jama et Valentine de Astéry, qui sont des entrepreneurs, business angels et investisseurs, et qui, en fait, a écrit une sorte de charte, en fait, pour lutter contre les biais inconscients dans l'investissement, et a fait signer des fonds d'investissement, qui aujourd'hui, on l'a dit, seulement 2% des fonds vont vers des projets portés par des femmes entrepreneurs dans le monde. Et donc, ils leur ont dit, vous signez cette charte en disant, vous prenez en compte vos biens conscients et vous vous engagez à passer de 5% en France actuellement à 25% de projets cofondés par des femmes en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans. Donc ça, c'est un truc qui est très concret, qui est porté aussi avec le gouvernement, qui s'est beaucoup inclus là-dedans et qui finalement a mis un peu la pression au fonds d'investissement en leur disant bon, maintenant ça suffit, il faut que vous regardiez ce qui se passe, le process d'investissement n'est pas le bon, vous êtes en train de manquer des talents, les fameux qui existent mais que vous ne voyez pas, donc il va falloir changer. Alors une fois qu'on a fait ça, on va voir, mais effectivement il va falloir trouver
ces fameux projets. Il va falloir qu'ils changent leur manière d'investir, puisque aujourd'hui, ce sont à 95% des hommes, et notamment dans ce qu'on appelle les partenaires, donc le plus haut grade, celui qui signe le chèque d'investissement, ce sont aussi essentiellement des hommes. 60% des fonds à peu près n'ont pas de femmes partenaires aujourd'hui en France. Donc Sista, pour moi, c'est quelque chose qui va dans le sens de quelque chose qui marche. Au UK, un autre exemple d'une asso que j'aime bien qui s'appelle Diversity VC. Et par rapport à l'inclusion, donc c'est une asso qui a été cofondée par Chuck Warner et Seb Butt. Et ils ont monté un programme qui s'appelle Future VC. Et qui a amené 30 stagiaires en fait qui viennent de tous horizons, donc ils sont allés chercher dans les quartiers de Londres des gens qui n'avaient pas accès forcément à ces métiers-là. Donc ils ont cherché tous les profils, donc des gens d'origine ethnique différentes, des femmes. Ils ont pris 30 stagiaires et les ont mis dans les plus grands fonds d'investissement et leur ont appris à investir. Et ce programme a super bien marché et là ils sont en train de le répliquer en France et en Allemagne pour l'été prochain. Donc ce programme de stage où on apprend ce que c'est qu'être investisseur, parce qu'en fait, au final, il n'y a pas d'école en fait pour devenir investisseur. Souvent, on est un ancien entrepreneur où on maîtrise un peu la finance et en fait, tout s'apprend sur le tas quand on vient dans un fonds d'investissement. Donc pour aussi là, élargir et apprendre d'autres métiers. Donc ça, je trouve que c'est deux initiatives parce que finalement, le capital, c'est le nerf de l'argent, de la guerre. Je veux dire, tout à l'heure, Marie-Éclande l'a dit. Cet accès au capital et qui décide d'investir dans quoi, on peut pousser les femmes, on peut pousser les gens des quartiers, on peut pousser les réfugiés à y aller. Si l'investissement derrière n'est pas prêt à investir dans ces projets parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils sont en entre-soi total et qu'ils sont persuadés que c'est les mêmes projets qui vont apporter la bonne rentabilité, si on n'inclut pas et les femmes et des projets différents dans ces fonds, eh ben on ne changera pas la donne. Parfait. On fera un tour de table. Hein. Tout le monde donnera un peu ses innovations, ce qu'il a marqué. Mais je te regarde toi, Moussa. Je sais qu'effectivement, récemment, vous avez prolongé un partenariat avec la BPI. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement et après nous citer très rapidement une action concrète qui t'a marqué récemment? Ce qu'a dit Caroline, c'est exactement ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et sans argent, on ne fait pas grand-chose. On peut faire des choses, mais on ne fait pas grand-chose pour pouvoir développer. Et c'est vrai que nous, pour faire ce qu'on fait, on a besoin de moyens, on a besoin d'argent, quoi, et pour développer nos ambitions et tout. Alors, très modestement, on l'a fait pendant à peu près 3 ans sans forcément avoir les moyens, à la force des choses, parce que avant de faire les moyens, avant de demander des moyens ou d'avoir des moyens, il faut prouver. Il faut voir, même moi, je voulais voir à peu près dans le nouveau projet dans lequel j'étais en train de me lancer en 2014, quand j'ai lancé Les Déterminés. Est-ce que ça avait vraiment un impact et que ça allait servir aux gens? Parce que l'idée de l'avoir dans la tête, c'est bien, mais se dire, voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent entreprendre dans le numérique ou dans différents projets. Bah, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Et c'est de comprendre, est-ce que ça fonctionne, comment tu le fais, est-ce que l'impact, il est vraiment là? Est-ce que ce que tu fais, c'est mieux de ce qui existait déjà? Est-ce que c'est une valeur ajoutée en plus? Et une fois qu'on a fait ce constat, on a vu ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, ce qu'il fallait modifier. Et à partir de ce moment-là, il nous fallait des moyens en face pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et clairement, avec BPI France, ça nous permet du projet qu'on avait dans quelques régions et dans quelques villes, ça nous permet de déployer fortement, plus massivement, mais avec la même qualité, le projet déterminé pour que ça soit plus accessible à toutes les personnes qui se reconnaissent en fait dans le projet qu'on porte et qui n'ont pas forcément les mêmes chances de réussite que les autres. Et du coup, ça va nous amener à développer encore plus massivement ce qu'on faisait déjà et de l'amplifier en améliorant avec plus de moyens humains, plus de moyens financiers et plus de bénéficiaires. C'est ça l'objectif. Après, moi, des initiatives, il y en a pas mal, hein, il y en a beaucoup. Il y en a plein, dis-nous une alors. Une, je pourrais pas en citer, mais si, je vais en citer une. Moi, il y a une structure avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et tout. Et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ils prenaient des petits immeubles dans des quartiers. Et en fait, ils installaient en fait tout un laboratoire. Et ils formaient des jeunes en décrochage
dans les métiers du numérique à devenir développeur, codeur, etc., création de sites. Et tout ça, c'est des nouveaux business. Et ils les mettaient en fait en lien avec des entreprises qui les prenaient en stage. Et ça, c'est très concret parce que c'est vrai que deux fois où tu habites, tu ne vois pas forcément des opportunités. Et les opportunités, elles sont là. On parle du numérique. C'est des opportunités d'emploi. Il y a, je sais pas, certains parlent de 900 000 emplois dans les années à venir. Et c'est vrai que c'est des métiers de demain. Et c'est des métiers dans lesquels voilà, il y a des opportunités pour un certain nombre de jeunes qu'il faut déjà former, sensibiliser et dire voilà, il y a une opportunité dans ces métiers-là. Au lieu de vous former dans certains métiers qui seront bouchés demain, comme la compta ou d'autres métiers, et prenez des compétences pour ceux qui ont envie, parce que tout le monde n'est pas amené à travailler dans le numérique, tout le monde n'a pas forcément envie et cette fibre de travailler dans le numérique. Et il faut vraiment aller vers ceux qui ont vraiment envie, parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, comme l'entrepreneuriat. Et du coup, comment on les ramène? Et moi, j'ai trouvé cette idée top, parce que ça allait en bas des tours, et ça formait des gens qui n'avaient pas forcément cette idée. Et quand ils comprenaient qu'il y avait une opportunité pour eux, leur avenir personnel, professionnel, bah, ils s'emboîtaient dans le pas. Donc après, il y a des actions comme ça. Il y a aussi en tout cas, si je m'appuie sur ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a deux gros enjeux, c'est l'enjeu financier et l'enjeu de la formation. Exactement. En tout cas, c'est les deux premiers piliers. Important. Okay. Très, très important, l'action, juste je termine, c'est que nous, là, on vient de lancer à Roubaix, Lille, une formation avec des grandes entreprises de la région qui pensent à convertir leurs salariés sur les métiers de demain. Parce qu'il y a une transformation énorme des métiers du numérique ou des anciens métiers qui vont passer au numérique. Et au lieu de faire des grands plans de licenciement parce que ça va diminuer, bah, ils sont en train de déjà anticiper à 5-10 ans les gens, comment on peut les former. On vient de lancer un programme comme ça là, qui va dans ce sens-là. Ok, alors il y a deux points sur lesquels on va revenir qui ont été que tu as évoqués hyper rapidement. C'est le fait de devoir prouver régulièrement. Je pense que c'est des points qui sont revenus assez rapidement quand on a échangé avec les autres intervenants. Il y a aussi cette notion, ce manque de rôle modèle en tout cas, quand on a envie de faire bouger les lignes. Mais juste avant, je vais te demander toi Armand la question justement, qu'est-ce qui t'a marqué dans toutes les activités que tu peux faire et dans tous les combats que tu as pu mener ces derniers temps? Quelle innovation, quelle activité t'a marqué? Alors moi, il y a plusieurs activités qui m'ont marqué. On a beaucoup parlé de la formation, de la sensibilisation. Il y a une association qui s'appelle Hello Web qui agit en Auvergne-Rhône-Alpes dans les lycées et qui sensibilise les lycéennes au métier du numérique à travers des projets de groupe autour de réalisations concrètes, qui fait qu'à la fin de l'année, à la fin du programme, les lycéennes qui ont pu bénéficier de ce programme ressortent avec quelque chose qu'elles ont créé, ressortent aussi avec des compétences dans le numérique et peut-être une appétence pour par la suite s'orienter dans des formations du numérique, qui est un enjeu essentiel, puisqu'il me semble qu'il n'y a que 8% de femmes dans les formations numériques aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une énorme sous-représentation et qu'il y a un enjeu de plus de diversité dans ces filiales-là. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont très ancrés autour de l'inclusion dans le numérique, comme je pense à Numen Coop en Lozère, qui est la plus petite préfecture de France, et qui est un camion itinérant en fait qui va d'habitant en habitant pour répondre à leurs besoins sur le numérique, que ce soit des formations on va dire assez basiques comme comment entrer en communication Skype avec un membre de sa famille, à des compétences un peu plus élaborées, un peu plus techniques comme du code, dans le but justement de réduire cette fracture du numérique et d'aller jusque dans les milieux les plus ruraux pour former ses habitants au métier du numérique. Okay. Et en tout cas, il y a un argument qui est revenu chez un peu tout le monde, cette notion de il faut prouver, il faut persévérer, il faut se battre plus que les autres. Et c'est vraiment une question qui s'adresse un peu à tout le monde. Et je vais commencer, je vois qu'il y a Caroline qui secoue la tête et il y a Moussa aussi qui fait un sourire. Mais la question que je me pose, c'est, voilà, j'imagine que ça peut très vite devenir épuisant, le fait d'avoir tout le temps l'impression de prouver, de répéter les mêmes arguments. Chacun d'entre vous, de manière très honnête, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer en tout cas? Oui. Alors, moi, ce qui m'a donné envie de continuer, alors évidemment, c'est aussi mon parcours de vie. Déjà, quand j'étais petite, mon papa me disait, bah, comme tu es différente des autres, tu dois faire plus que les autres. Voilà, donc moi, ma vie a été toujours ça, même si je ne peux pas m'en plaindre parce que ça fait partie de mon éducation. Voilà, c'est quelque chose qui a marqué mon éducation. Mais je dois dire que
malgré cela, on baisse pas les bras parce que quelque part, quand on est sur le terrain et qu'on avance avec les gens, ce que les gens nous rendent, quand les gens nous disent c'est super parce que tu m'as conseillé, parce que tu nous as accompagnés, finalement ça a marché, moi j'y croyais pas, je pensais pas que c'était possible, mais parce que je vous ai rencontrés, finalement je me suis prise en main et ça a marché. Et rien que cette phrase, on est requinqué pour 10 ans encore et on se dit on repart. Voilà, on se dit on repart même si c'est difficile. Moussa, je te laisse continuer. Moi, c'est un peu pareil que Madi. C'est vraiment, même si c'est dur et tout, on sait pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour nous, on le fait parce que on pense qu'on a une responsabilité à prendre et que ça change la vie des gens. Et c'est vrai que le fait de voir des gens qui s'épanouissent et qui réussissent leur projet, ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Et c'est ça qui nous pousse. Parce que malgré les déceptions, malgré les difficultés qu'on va rencontrer, les barrières, les freins, etc., quand vous faites quelque chose et vous voyez des résultats concrets, l'évolution des gens, que ça a permis d'aider une personne ou 2 ou 3 personnes ou 10 personnes, 100 personnes à développer leur projet ou à trouver un emploi, rien que ça, ça vous donne une énergie, une force pour pouvoir continuer encore plus. C'est-à-dire que ça vaut plus qu'une barrière qui se ferme, quoi. Okay. Jingo, je vous laisse rebondir sur ce sujet-là. Oui, je pense pour moi, c'est assez similaire aussi. Je pense que de voir aussi pour nous, je pense que la gratification, c'est que nous apprenons en fait et leurs histoires après. Donc pour nous, à 6 mois, on a des sorties positives. Donc soit en fait ceux qui décrochent un emploi, qui vont poursuivre d'autres formations qualifiantes ou deviennent justement des entrepreneurs. On est à 72% des personnes. Donc pour nous c'est super important, on travaille aussi sur ça tout au long du parcours, donc d'avoir en fait quelqu'un qui est maintenant en fait chez les grands groupes, les startups, plusieurs personnes qui ont lancé leurs propres entreprises parce qu'ils ont dit je vois pas d'opportunité pour moi, donc je vais créer pour d'autres personnes comme moi. Donc je pense que toute la fierté en fait on ramène aussi avec nous. Au-delà de ça, moi je pense qu'aujourd'hui c'est une nécessité absolue de changer la tech. Je veux dire, elle a été créée dans la Silicon Valley, on voit bien que le modèle ne va pas dans le bon sens, on voit bien que l'argent il est investi dans des boîtes qui aujourd'hui créent des modèles qui ne sont pas les bons. Donc je pense que moi, ma motivation vraiment supérieure de dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ces 52% de femmes inclus là-dedans, parce qu'en fait, on a besoin à la fois des valeurs du masculin et du féminin pour faire bouger le monde, que je suis persuadée que ça va changer la donne, et si je devais le dire, je pense que ça le changera à tous les niveaux, en fait. Et donc qu'on ait des personnes des quartiers, qu'on ait des réfugiés, qu'on ait des femmes qui tout simplement sont en train d'inventer les usages de demain, c'est-à-dire des usages qui correspondent à un vrai besoin, c'est de l'urgence en fait. Donc connecter ces personnes aux bons écosystèmes, c'est évidemment une source de satisfaction énorme pour que ces nouvelles histoires et ces nouveaux projets, je veux dire, aboutissent, mais également parce qu'il faut changer cette tech. Il faut la changer de manière urgente maintenant. Et donc ça, c'est vraiment la motivation que j'ai, je veux dire, supérieure, celle qui me drive personnellement. Et dans un mouvement très optimiste, pas, je veux dire, de toujours pointer ce qui ne va pas. Donc, c'est apporter des solutions, finalement. Puisqu'on pourrait se contenter de se plaindre sans arrêt. Non, en fait, on apporte des solutions, on voit que ça marche, on voit que ça aide au changement, et ce changement, il faut l'accélérer. Donc c'est ça, c'est un mouvement, c'est des solutions qui accélèrent le changement. Voilà. Merci. Ouais, vraiment c'est la gratitude dans les yeux des personnes qu'on accompagne quand on entend certains qui disent Diversity Days c'était les 10 jours les plus beaux de ma vie, quand ils disent avant j'étais incapable de prendre la parole et maintenant j'arrive à parler sur des scènes de 300 personnes, quand il y en a d'autres qui disent maintenant je suis beaucoup plus à l'aise sur tels aspects, sur telles compétences, j'avais honte de mes différences et maintenant je sais que ce sont mes forces. C'est vraiment quelque chose qui est mon moteur, qui fait que je me lève le matin et que j'ai envie de continuer justement de prouver notre action, de faire en sorte de pouvoir la développer, parce que ce qui est important à mes yeux, c'est vraiment de pouvoir aider les porteurs de projets qu'on accompagne, les aider à évoluer dans leur personnalité, faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise avec qui ils sont et ce qu'ils veulent faire par la suite. Et
On est vraiment, nous on est vraiment un support. On est vraiment dans une position où on aide des porteurs de projets qui eux montent des projets à impact, des projets qui peuvent changer justement cette société dans laquelle on est, qui peuvent faire un numérique plus inclusif également et faire en sorte que voilà, qu'ils aboutissent à des réalisations concrètes. Parfait. Sur cette table ronde, pardon, on a la chance d'avoir des gens qui sont plutôt dans l'action. En tout cas, je me dis que parmi nos participantes et nos participants, il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer, mais qui des fois se sentent pas représentés. Ou il y a Moussa qui me disait, en fait, on parle souvent de compétences, mais les gens ont souvent les compétences, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les codes. En tout cas, c'est-à-dire que ils se disent, c'est pas pour moi ou personne me ressemble, donc je suis pas capable de le faire. J'aimerais bien qu'on profite justement de cet après-midi pour essayer de s'inspirer et se donner confiance, et qu'en tout cas, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous vous dites, en fait, ouais, j'ai passé 3 heures cet après-midi, j'ai entendu plein de trucs, mais qui que je suis vraiment capable de le faire et peu importe mon parcours, ce que j'ai fait, je suis capable de me lancer. Donc, j'aimerais bien que nos participantes et nos participants, en tout cas, prennent le temps de donner chacun un conseil hyper personnel sur le premier pas, le premier point qu'on puisse pouvoir, quand vous allez rentrer, en tout cas, la première action que vous puissiez porter pour essayer de vous aussi être dans l'action. Je pense qu'on pourrait faire des conférences toute l'après-midi et tout le temps, mais que le plus important, ça reste, à mon échelle, de mettre un premier pas et de faire quelque chose, en tout cas, d'essayer de porter une action qui va me permettre de bouger les lignes. Donc, je vous laisserai chacun me dire un peu la première action qu'on devrait activer. Mehdi. Moussa, visiblement. Okay. Pour moi, la première action qu'il faudrait faire quand on se lance, c'est l'action. Pour moi, c'est l'action. Parce que quand on réfléchit trop, on ne fait rien du tout. Et j'ai remarqué que la meilleure manière de concrétiser son projet, c'est de le mettre en... c'est de l'exécuter, même à petite échelle, même si ce n'est pas l'idée qu'on avait en tête au début. Mais le fait de mettre des actions par rapport à son projet, c'est ça qui va nous faire avancer. Parce que des barrières, des freins, on en aura... en fonction de d'où on vient. On vient d'un quartier, pas d'un quartier. Peut-être que dans notre famille, on a des gens qui ne vont pas forcément nous soutenir et tout, etc. On aura des freins partout. Mais moi, je le dis à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, on est à côté de vous, on ne fera jamais à votre place. Mais par contre, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de commencer. Et pour commencer, quand je sais pas moi, tu veux vendre un t-shirt, dans ta tête, tu veux créer une marque de vêtements, je sais pas, va faire un t-shirt, mets ta marque dessus et commence même à le distribuer. Même si tu le vends pas tout de suite, le fait d'avoir fait ça, ça te met dans l'action. Après, petit à petit, tu vas commencer à voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, comment le mettre en place. Et c'est moi le conseil que je peux donner. J'ai pas de conseil à donner dans le sens là. Ouais, mais quand je sais pas par où commencer, je me dis j'ai pas de réseau. C'est-à-dire que c'est bien qu'on me dise oui, fais un t-shirt, mais à qui je vais vendre ce t-shirt? Comment je fais pour trouver mes premiers partenaires? Je me dis que c'est bien de dire aux gens, c'est bien de donner des conseils, de dire oui, soyons dans l'action. Mais comment je fais quand je sais pas par où commencer, que j'ai pas de réseau, il y a personne autour de moi qui sait le faire. Avant même de te faire accompagner, si t'es pas capable de faire quelque chose en action, d'être dans l'action, pas forcément créer quelque chose, mais d'enclencher quelque chose, il n'y a personne qui va t'accompagner. Moi, quelqu'un il vient me voir, il me dit ouais, je sais pas par où commencer, mais j'ai rien fait. J'attends que tu m'aides. Même si je vais t'aider un peu, ou je vais t'accompagner, même après moi, dès que je te lâche dans la nature, tu ne seras rien faire. Avant de compter sur les gens, compte sur toi-même. Okay. Mets des choses en place, et après, petit à petit, les gens ils vont t'accompagner, tu vas trouver... En fait, tout va venir en fonction de l'action que tu vas commencer. Tout va défiler derrière. Mais moi, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est comme ça que j'ai fait. Je connaissais personne. Je sortais d'un truc où ma famille, elle avait aucun réseau, rien du tout. Et finalement, aujourd'hui, si je fais tout ce que je fais avec les déterminés, c'est que je me suis créé cette chance. Ça ne veut pas dire que parce que je l'ai fait, que tout le monde peut le faire. Mais par contre, ce que j'ai amorcé, ce que j'ai commencé à faire, ça m'a permis en fait d'ouvrir plein de portes, de rencontrer des gens et de me faire accompagner, des gens qui croient au projet, de le réaliser par l'action. Très clair, très fort en tout cas. Caroline, tu visiblement veux rebondir. Il y a un truc qu'on dit dans les, je passe après dans les startups, on dit d'y rencontrer vos users. Donc en gros, vous avez une idée, vous avez identifié un problème. L'avantage, c'est que partout où vous êtes, vous pouvez aller interroger les gens. Vous pouvez interroger les gens juste à côté de vous en disant est-ce que toi tu rencontres ce problème aussi? Et donc aller collecter en fait les informations pour voir si votre problème en fait il rencontre
d'autres personnes l'ont également. Vous pouvez les tester, en fait, votre solution sur des gens. Puis après, l'avantage du numérique, quand même, c'est que avec des outils comme Facebook, avec Twitter, avec un hashtag, vous pouvez prendre la parole, en fait, sur un sujet. Vous pouvez commencer à interroger les gens plus largement, en fait, et réunir des groupes qui ont le même intérêt que vous, qui n'est pas du tout dans votre réseau. Vous ne les connaissez pas, ces gens. Ces gens, ils vont être intéressés par la même chose que vous. Et ça... Je pense que ça, c'est assez puissant et c'est un peu à la portée de tous, puisque maintenant, en tout cas, les réseaux sociaux, on maîtrise à peu près, à défaut d'autres outils numériques plus corsés. Pas forcément LinkedIn, hein. Je parle de Facebook, je parle d'outils voilà, WhatsApp, Snap, même si on est un jeune, ce qui n'est pas mon cas. Et même TikTok. J'ai découvert que TikTok est devenu le premier réseau, par exemple, quand on est artiste, pour vendre ses œuvres sur Etsy. Là, apparemment, c'est colossal. Vous faites des vidéos sur TikTok, vous pouvez devenir milliardaire. C'est génial. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, en fait. C'est dire, on peut faire une petite... on peut, avec les réseaux sociaux, en interrogeant les gens autour de soi, collecter, en fait, ce qu'on appelle des insights, donc des retours, en fait, d'utilisateurs qui vont vous dire, est-ce que ce problème, il est bien validé au-delà de moi? Parce que ça, c'est un peu le piège quand on a une idée et qu'on a envie de passer à l'action. C'est qu'on se dit, ouais, j'ai une super idée, c'est mortel. En fait, ça répond à aucun besoin. Donc ça, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est déjà une manière d'être dans l'action. En fait, en réunissant ces gens aussi après sur les réseaux sociaux qui vous suivent, quand vous avez un truc à leur proposer, vous pouvez aller faire des petites touches qui vont coûter pas grand-chose, voire parfois rien, et qui vont vous permettre d'avoir déjà en fait votre première base d'utilisateur, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire assez facilement, sans argent, sans réseau, et vous créez votre propre réseau de gens qui sont intéressés par la même chose que vous. Il y a Jingo qui acquiesce et qui... Oui, je pense que pour moi, j'ai 2 conseils rapides à donner parce que je commence à aussi avoir des entrepreneurs qui disent « Ah oui, j'ai ce type de projet, est-ce que vous pouvez me donner des conseils ?» Et donc, je pense que première chose de répondre sur ce qui est dit à Caroline et aussi Moussa, c'est d'aller rencontrer en fait des personnes, mais aussi des mentors, des personnes qui avaient fait des choses que vous souhaitez en fait comme des rôles modèles, et n'hésitez pas en fait à envoyer un petit message sur LinkedIn, en fait les envoyer un petit mail aussi pour les contacter. On ne sait jamais s'ils vont reprendre parce que je sais qu'il y a quelques années, j'étais dans cette position. Donc, je reprends quasiment tous les mails des personnes qui me sollicitent aujourd'hui. Parce que je sais que ça, même si c'est 15 minutes, 20 minutes pour échanger et vous donner des conseils, c'est très important. Et je pense que pour nous, en tant qu'entrepreneurs aussi, c'est super important de donner ce type de chance aux autres. Donc, n'hésitez pas en fait à vraiment oser, je pense. Et ça, c'est un peu le deuxième aussi. En fait, le thématique, j'ai entendu aussi côté les conseils de Moussa aussi, c'est de pouvoir oser. Et quelquefois aussi que, par exemple, pour des grands événements du networking, peut-être on a un peu peur. Mais je sais que en fait, les choses qu'on va recruter sont plutôt les choses qu'on n'a pas fait dans notre vie que les choses qu'on avait fait. Et donc, j'ai une petite règle et j'ai en fait écouté un TED Talk par quelqu'un qui avait inventé cette règle de 5 secondes. Parce que, en fait, on a toujours, on va dire, ah, mais je pense, je ne vais pas poser cette question parce qu'il y a quand même 100 personnes dans la salle, ils vont tous écouter la question et c'est pas peut-être une super question où je vais pas en fait aller voir cette personne à la fin parce que peut-être je suis un peu timide. Donc l'idée c'est de en fait donc compter jusqu'à 5, vraiment 1, 2, 3, 4, 5 et vous poussez de faire ça dans les 5 secondes parce que si vous allez attendre après ça, vous allez jamais faire. Donc peut-être pour des petites en fait mouvements, des actions, essayez en fait d'utiliser ce type de règles aussi. Ça m'a aidé en tout cas. Mehdi, je te laisse rebondir. Pour dire, moi je pense qu'il faut faire de l'audace votre compagnon au quotidien. Et c'est vraiment un conseil d'ancienne timide. Je pense qu'il faut se dire, il faut être audacieux. Moi, pendant longtemps, ce que je fais là, j'étais incapable de le faire. J'étais incapable de regarder les gens dans les yeux. Et à un moment, je me suis dit, si je me prends pas en main, si je veux pas chercher les choses, j'ai des compétences, j'ai un projet, j'ai envie de faire, j'ai une vraie volonté, sauf que je suis pas capable d'aller voir les gens. Et la réalité, c'est qu'il faut être audacieux, il faut aller parler aux gens, essayer d'identifier des gens qui vous ressemblent, en tout cas que vous pensez avoir un lien avec ces gens-là, cette espèce de rôle modèle dont on parlait tout à l'heure, une personne dont on se dit, ah bah tiens, elle a peut-être un parcours comme moi, quand je la regarde, elle me ressemble, elle a l'air sympa, elle a l'air d'avoir les mêmes difficultés de moi, et elle les a surmontées. Donc vraiment, il faut aller voir les gens et se dire, ah bah voilà, j'ai peur, mais finalement, si je reste avec ma peur, je ferai rien. Je prends mon audace à bras-le-corps et je vais voir les gens. Et c'est en échangeant avec les gens que parfois on rencontre la compétence qui nous manquait ou peut-être le conseil qui finalement va nous permettre de nous lancer vraiment. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Alors Armand, je te laisse le mot de la fin. Après, je vais inviter nos participants à poser leurs questions.
D'accord. Ouais, moi, j'ai un conseil qui s'inscrit vraiment dans la lignée de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Enfin, j'en ai même deux. Premier conseil, c'est vraiment d'écouter votre instinct. Quand on prend la décision, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais en tout cas, on sait assez rapidement lorsqu'on n'est pas au bon endroit, lorsqu'on est dans un environnement qui nous convient pas, lorsqu'on part dans la mauvaise direction. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vous-même. Cette sensation qu'on a à l'intérieur de nous qui se révèle quand on se dit bah tiens ouais là ça me parle, là c'est ce qui me plaît, là c'est ce que j'ai envie de faire. Donc soyez vraiment à l'écoute donc de vos utilisateurs, mais aussi de vous-même et de ce qui vous motive, ce qui vous met en mouvement littéralement. Et deuxième conseil qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est prenez confiance en vous. Souvent, c'est ce qui peut faire la différence. On vient de parler de l'audace. Enfin, Madi vient d'évoquer ce sujet. Et je pense que pour être audacieux, il faut avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se dire allez hop, je me lance. J'ai la légitimité à le faire. J'ai pas forcément à en douter. Et souvent, c'est ce qui peut faire la différence entre deux personnes à talent égal qui auront exactement la même expertise sur un sujet. C'est la personne qui prendra confiance en soi, qui osera s'élancer, qui sera plus facilement remarquée. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions au niveau du public? La première question est souvent plus difficile. Après, tout à l'heure, on n'avait pas de questions la première fois et après, on avait plein de questions. On a ce petit ballon rouge qui se balade. Merci beaucoup, c'était très intéressant votre table ronde. Ma question, c'est concernant les compétences. Quelles compétences, à votre point de vue, peut-être une compétence clé, on a besoin pour développer l'inclusion grâce au numérique? Voilà. Caroline? Oui. L'agilité? Compétence clé, peut-être, oui. Hein? De quoi? L'agilité, l'envie d'apprendre, peut-être. Je pense que pour le numérique, et tous les étudiants de 42 peuvent le dire, c'est la motivation à apprendre quelque chose de nouveau tout le temps, en fait. Ça, je pense que c'est juste l'envie d'apprendre. Enfin, moi, je verrais ça. Je dirais en fait pour nous, ce que je vois aussi pour les apprenants chez nous, c'est la détermination aussi, parce que en fait les premières fois vous allez coder, il y a des bugs, il y a des choses qui vont pas marcher, et donc il faut quand même avoir une certaine persistance pour aller jusqu'au bout dans l'enjeu de régler en fait le code, et donc je pense que ça c'est quand même assez important. Bah moi je vous rejoins totalement. Mais après la capacité aussi de s'ouvrir en fait, pas être fermé. Et de s'ouvrir en fait, parce que l'idée qu'on a de base, elle peut considérablement évoluer quand on apprend, parce que dans l'apprentissage il y a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est vrai, cette capacité d'adaptation, la capacité d'ouverture, pour moi ce sont des qualités à avoir. Au-delà des compétences, c'est des qualités. Et moi je dirais la résilience. En fait, c'est jamais facile. Il faut se dire que c'est un parcours que j'ai envie de faire. Ça peut être difficile, je peux tomber, mais il faut avoir cette vraie volonté de se relever après. Donc, il faut vraiment être résilient. Merci beaucoup, Madi. Est-ce qu'on a une autre question, monsieur? La résilience et le fait de ne pas être à l'endroit où on devrait être, en fait. Typiquement, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit ça, et je me suis dit, mais des fois, au fond de nous, on ne sait pas si on n'est pas au bon endroit, ou si tout simplement on a peur, on a des doutes, en fait. Et des fois, c'est difficile de faire la différence entre ces deux sentiments. Et comment on fait, alors, du coup? Bah, Fiabola, tu pourrais répondre, toi. Bah, parce que tu as fait un article il n'y a pas très longtemps là, sur le syndrome de l'imposture. Tu pourrais nous dire ce qui se passe? Bah oui, c'est exactement ça. On ne se sent pas à notre place. Hein, alors, en fait, je sais. Alors, je laisserai Armand répondre, mais je ne sais pas si je suis pertinente, parce que normalement, c'est moi qui pose les questions et je ne suis pas censée faire l'exercice comme ça. Mais Armand va répondre. Tu me taquines? Non, mais c'est un sujet que j'ai traité, et je pense que c'est une question qu'on se pose chacun. Et c'est le moment peut-être où je raconte ma vie pendant la table ronde, mais personne n'arrive en se disant je suis capable de tout faire et oui, je vais le faire. Mais je pense qu'il y a un moment donné où justement on pense qu'on est au bon endroit parce qu'on voit les opportunités qu'on peut saisir. Je vais pas te faire une réponse générale, mais plutôt une réponse basée sur un échantillon assez réduit qui est moi-même.
C'est qu'à un moment donné, oui, plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est où je devrais être? Et j'ai souvent été partagée. Mais je pense que le fait d'être partagée ne doit pas t'empêcher d'agir. Ok, je suis partagée, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais en tout cas, j'ai envie d'être fière du travail que je fais. Et en attendant d'avoir la réponse, parce que la réponse, elle va arriver en fait. C'est juste que par contre, il faut réussir, je pense, à... C'est facile à dire quand je te le dis comme ça, mais réussir à avoir une certaine maturité qui dit ok, je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire, je sais pas si je suis au bon endroit, mais en tout cas au moment où je suis là, je dois pas perdre mon temps et peu importe que j'aurais été au bon endroit ou pas, je dois m'arranger pour avoir appris quelque chose. En tout cas, moi, ça a été ça, c'est ce que j'ai utilisé quand je me suis posé cette question-là. Et si j'essaie de me rappeler du papier que j'ai fait, je crois que c'est les premiers arguments qui sont venus. Et il y a un truc, j'ai pas envie de le répéter parce que tu me stresses un peu en me posant la question comme ça, donc je vais mal le dire. Mais c'est de faire semblant. Et au final, les réponses vont arriver, en fait, même si elles n'arrivent pas aujourd'hui. Mais le plus important, je pense, c'est de ne pas perdre son temps. Au moment où tu es là, même si tu sais pas si c'est le bon endroit, est-ce que tu vas rester 6 mois, est-ce que tu vas rester 5 ans, mais en tout cas, tu peux le revendre. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tout le monde s'en fout, en fait, du stress que tu as eu. Je savais pas si j'étais au bon endroit, je savais pas si j'étais bien. Ce qui est important, c'est de pouvoir revendre, en tout cas, l'expérience que tu auras eue au moment où tu avais tous ces doutes-là, en tout cas. Voilà. T'as super bien répondu. Non, moi, je suis 100% en phase avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est... je pense qu'on s'est déjà tous posé la question, et peut-être qu'on se la pose encore aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé notamment... dans une autre vie où j'étais chasseur de tête. Donc mon métier, c'était de recruter des gens qui ne cherchaient pas à changer d'emploi. Et du coup, je passais mes journées à les appeler pour leur dire « T'es sûr, tu veux pas aller dans la boîte d'en face? C'est moins bien payé en plus, donc vas-y. » Et c'est un métier que j'ai vraiment détesté faire. J'ai pas du tout apprécié. Et c'était un stage, j'avais cette chance-là, donc je savais qu'au bout de 6 mois, c'était terminé. Et la question que je me suis posée, c'est ce que j'ai envie de tous les matins, d'aller faire ce stage, d'aller dans mon bureau, passer mes 50 coups de fil par jour et tenter de débaucher les gens. Et voilà, comme toi, je me suis dit, faut que j'en retire quelque chose, faut que je tire un avantage de cette expérience-là. Donc j'ai tout misé sur la résilience en me disant plus longtemps je tiens, mieux ce sera. Et comme ça, je pourrais dire à la fin des 6 mois, ça y est, j'ai réussi à faire 6 mois. Ou l'autre option, c'était de dire, je le sens pas, ça fait 2 semaines, j'en ai déjà marre, je vais chercher à faire autre chose. Et en tout cas, moi, dans ce que j'ai ressenti, c'était vraiment, je sentais que j'étais pas à ma place, que ça serait pas mon métier plus tard, mais que j'avais l'occasion d'apprendre des choses, notamment tout ce qui était compétences commerciales. Et aujourd'hui, je suis très très content d'avoir pu développer ces compétences-là, parce que Moussa l'a évoqué tout à l'heure, il y a des moments où il faut se battre, il faut aller prouver que ce qu'on fait est efficace, que ça a un impact, et il faut aller chercher des nouveaux partenaires tout le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment... je pense qu'il y a un seuil de tolérance où on peut se dire là, je fais preuve de résilience et j'accepte, je tolère cette expérience pendant une certaine période, et après je me dis voilà, j'ai réussi à surmonter, je pense que j'y vois les intérêts et je peux continuer, ou sinon c'est vraiment le moment où il faut partir sur autre chose, et c'est là où justement il peut y avoir une bascule entre je fais preuve de résilience et aussi je fais preuve de pragmatisme, qui est que plutôt que s'enfoncer dans la mauvaise voie ou dans une expérience qui nous plaît pas, se dire à un moment voilà, j'ai testé, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. On peut considérer que c'est l'esprit startup, on est très dans le test and learn and improve. Donc j'ai testé, j'ai appris, j'en ai tiré la conclusion que il était temps pour moi d'aller ailleurs, d'aller dans une autre expérience, et c'est là justement où on écoute son instinct et on se dit oui, quand je sens dans mon corps que ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Si j'ai des amis qui sont dans des métiers qui en ce moment leur conviennent pas et sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont tendus. Ça, c'est des manifestations que font le corps qui prouvent que, à mon avis, il est temps pour eux de changer d'environnement. Et donc, je pense que c'est aussi un indicateur qui est très fort sur est-ce qu'il y a un moment où je considère que j'ai fait preuve de résilience et que je dois passer sur autre chose, ou est-ce que justement je dois continuer, persévérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais prendre une dernière question pour les intervenants surtout. Et est-ce que j'ai une dernière question dans la salle?
En tout cas, ce sera le moment de se dire au revoir. Alors, du coup, je vais dire vraiment un grand merci à tous nos intervenants. Merci pour vos partages, vos expériences, vos expertises qui ont été hyper enrichissants. Et quant à nous, en tout cas, ça va être la fin de cet échange. J'étais en tout cas très ravie d'avoir passé cet après-midi avec vous. J'espère en tout cas vraiment que vous aurez appris des choses, que vous aurez été inspirés et que la prochaine étape, en tout cas, ce sera, peu importe les moyens que vous avez, de passer à l'action et en tout cas de tester un premier truc. Merci à vous.